Bienvenue dans l'arène économique et politique. L'arène économique et politique décrypte les enjeux cruciaux où se rencontrent pouvoir, argent et décision, offrant un débat éclairé sur les dynamiques qui façonnent notre futur. Chaque mois, vous plongerez au cœur des stratégies et des influences qui animent le monde des affaires et la sphère politique pour comprendre les forces et les différents enjeux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir deux invités de différents bords. Nous recevons Ali Hamza, élu de la Seine-Saint-Denis, Tout à fait. et Amina Bakar de la Seine-et-Marne. Bienvenue. Également, pour débattre et pour poser des questions, je suis accompagné par Albert Fautré, qui est un excellent journaliste politique, et Natacha Bounet, qui est une sportive de haut niveau, qui a plus de 20 ans d'expérience, qui est championne, 12 fois championne. Albert, qu'est-ce que tu réserves à nos invités ? Eh bien, on aura ce soir des questions de plusieurs niveaux, orientées sur plusieurs sujets, tout d'abord. Alors, je tenais tout d'abord à saluer donc dans l'ordre Amina Bakar. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et également Ali Hamza. Donc, voilà. Merci beaucoup, Albert. Alors, justement, j'aimerais, pour relayer mon camarade Alain, j'aimerais que vous puissiez vous présenter l'un après l'autre, justement, pour qu'on puisse... voilà. Par honneur aux femmes. Merci Ali Hamza, tu es bien trop aimable. Donc déjà tout d'abord merci de nous avoir invités à cette belle émission. Donc je suis Amina Bakar, conseillère municipale de la ville d'Avon, une ville en Seine-et-Marne, une ville moyenne. Et je suis également présidente d'un mouvement politique qui s'appelle le Rayonnement républicain. Moi c'est Ali Hamza, donc j'ai été élu sur la majorité municipale entre 2020 et 2022. Ensuite actuellement conseiller municipal donc, de l'opposition et je suis républicain. Natacha Bounet. Donc une ancienne athlète de haut niveau dans les sports de combat, Kung Fu Sanda, boxe thaïlandaise, K1, aujourd'hui coach sportive et animatrice TV. Je suis ravie de partager ce plateau avec nos deux invités ici présents. Moi, mes questions seront plus orientées sport, de par mon parcours, les questions qu'on peut se poser. Donc on a récemment créé un parti qui s'appelle le Rayonnement républicain et qui a comme slogan « Parce que nous sommes tous les rayons de la République ». Élu local depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai tiré enseignement avec d'autres élus locaux de la nécessité de participer de façon collective, collaborative et avec un dialogue construit et nourri d'échanges, de regards croisés, et plus de rester dans la conflictualité, partisanisme qui oppose des fois certaines formations politiques et qui ne permettent pas de construire utilement toujours et de servir utilement toujours l'intérêt général. Donc ce pari, c'est un pari en fait, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a un désamour de plus en plus inscrit, on le voit dans les urnes à chaque fois avec l'abstentionnisme, il y a un désamour des formations politiques et qu'aujourd'hui si on veut faire lien entre les citoyens et la politique et les institutions, il nous faut peut-être réenchanter la démocratie, réenchanter l'offre politique et proposer quelque chose qui ne fera pas clivage, mais qui fera fédération. Donc c'est un peu ça, on est ancré sur 3 valeurs avec une pierre angulaire. L'inclusivité, c'est un peu tout ce qui pallie à la société d'empêchement, où il n'y a plus la plénitude des droits réellement exercés. La citoyenneté active, de dire qu'il nous faut des citoyens actifs et dont on se nourrit, et des élus actifs. Et également la localité, parce qu'on est profondément inscrit dans un territoire et qu'aujourd'hui la réforme tant attendue par tous les élus, notamment, c'est une réforme par rapport à la décentralisation et à l'engagement des territoires, comment on les renforce. Ali, selon toi, est-ce qu'il faut réinventer les relations avec les anciennes colonies ? Je pense en tous les cas qu'il le faut, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le gouvernement en place, surtout avec Emmanuel Macron, je crois que sur la partie internationale, on est complètement largué. Il va falloir, à un moment donné, retisser des liens, parce que à la fois, dans ce pays, il y a quand même de la diversité. Donc, c'est aussi des personnes qui font du business aussi déjà dans leur pays d'origine. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement soit en désaccord avec ces pays. Mais en tous les cas, il faut accentuer, parce que je pense que, en plus, avec la dette que l'on a, ça nous permettrait de gagner des parts de marché. Alors, je vais m'adresser du coup à Amina. Alors Amina, en termes, on va dire, d'éducation, tu as une position, tu as des idées, des suggestions. Selon toi, par exemple, est-ce que l'école française est-elle en train de décrocher durablement ?
Alors, donc, j'ai été précédemment mère adjointe à la petite enfance et à la vie associative, donc j'ai eu à cœur de travailler sur la parentalité. Moi, c'est la co-construction avec les parents. Il nous faut aussi sortir des schémas très caricaturaux où on stigmatise beaucoup les familles et les parents. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille, il y a des familles, il y a différentes formes de familles. Et aujourd'hui, l'accompagnement des politiques publiques doit aussi en prendre compte. Nous avons plus de 40% sur certains territoires de familles monoparentales. Nous avons des politiques publiques qui, là-dessus, sont en manque de réponse. Donc aujourd'hui, les enjeux sur le système éducatif doivent aussi s'accorder à ça. C'est-à-dire qu'on doit régénérer le logiciel. On est sur un logiciel qui est le même et qui est plaqué, collé comme une photo depuis des années. Et je pense que même le lien des parents au système éducatif aujourd'hui est des fois distendu parce que justement nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas rénové ce schéma. Donc oui, effectivement, je suis pour qu'il y ait un système éducatif qui soit renforcé. Le personnel éducatif est en souffrance, on le voit. Les systèmes, les jonglages de fermeture, d'ouverture de classe n'aidant pas. On a besoin d'avoir une politique sur les systèmes éducatifs qui permet de travailler plus la réussite éducative. Nous perdons sur l'indice de développement humain et notamment sur le système éducatif dans le classement international, parce que nous manquons dans la transmission des savoirs fondamentaux, et c'est pas à concurrence des langues étrangères ou à concurrence de schémas culturels. C'est comment on renforce nos savoirs, c'est comment on renforce la transmission. C'est pas que dans la quantité, c'est aussi dans la qualité des savoirs et de ce qu'on veut transmettre. Et derrière ça, c'est à quoi serviront ces savoirs. Une immersion professionnelle, des réussites éducatives qui permettront d'avoir demain des leaders. Et aujourd'hui, on a besoin de construire des ponts avec le milieu professionnel et aussi les élites, entre guillemets, les milieux élites économiques et politiques, et cesser de se dire qu'il faut en plus payer des écoles privées, en effet, effectivement, qui permettraient de construire ces élites. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait décloisonner effectivement ces schémas, et dès le plus bas âge, avec des savoirs transversaux, comme le savoir sur l'oralité, le savoir-être, parce qu'il n'y a pas que la transmission des savoirs culturels, il y a aussi les savoirs vivre ensemble, il y a aussi les savoir-être, c'est ce qui permet demain que vous soyez mieux noté au travail. Il y a des fois des évolutions de carrière qui sont dues à une personne qui a plus de panache, qui arrivera à mieux se vendre, et je pense que tout ça, il faut aussi le transmettre. On ne peut pas se transmettre que des savoirs. Il faut aussi apprendre ces genres de choses pour que demain nous ayons en partage plus de connaissances. Voilà. Alors de ce fait, Ali, est-ce qu'il faut revoir selon toi les programmes ou les méthodes, et que dirais-tu aujourd'hui à un jeune homme de 20 ans ou une jeune fille qui doute sur son avenir ? Moi, si tu veux, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait revenir un petit peu sur ce qu'on a loupé. En réalité, l'éducation nationale a loupé pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a voulu prendre autorité sur les parents. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les parents sont complètement rentrés dans les écoles et que les professeurs ne jouent plus trop leur rôle en tant que transmettre un savoir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a les parents qui se fâchent contre les professeurs et les professeurs qui se fâchent contre les parents. Donc il y a un moment donné, je crois qu'il va falloir remettre les choses là où elles sont, c'est-à-dire qu'il y a une clôture autour de l'école. Quand les enfants rentrent à l'école, eh ben, ils sont sous la responsabilité de l'éducation nationale, des professeurs et autres. Mais en même temps, il faut, je pense, remettre en place, quand un élève, on voit que finalement il n'ira pas au bout d'un bac ou à l'université, il faut remettre, je pense, des filières professionnelles qui, souvent, des gamins, en tous les cas de ma génération, passaient par des filières professionnelles qui se retrouvaient après par le bac et voir l'université et créer des entreprises. Après, je ne suis pas quelqu'un de très négatif, je suis plutôt positif dans la vie. Quand on regarde à peu près les niveaux des établissements, on s'aperçoit que finalement, en moyenne, un établissement qui ne marche pas trop fort, il est à peu près à 80% de réussite au bac. Ça veut dire qu'en réalité, il manque à peu près 20%. Donc c'est ces jeunes qu'il va falloir peut-être revoir justement par des filières professionnelles, au lieu d'essayer de faire en sorte que certains jeunes, il faut absolument qu'ils passent, parce que les parents ont la possibilité de dire au professeur, moi je veux que mon fils y passe, même si jamais éventuellement il n'a pas le niveau. Alors c'est très intéressant, je vais de nouveau rebondir là-dessus. Alors Amina, justement, Ali évoque donc la filière professionnelle. Est-ce que selon toi, il faudrait remettre de ce fait certains grands projets industriels ? Alors, de toute façon, la crise du Covid nous a aussi donné cet enseignement-là, que la décélération au niveau de l'industrialisation du pays, nous la payons chèrement,
On le voit notamment encore avec la décision de la Chine là, qui est tombée de dire qu'ils vont bloquer le montant des marchés publics de l'Union européenne sur des matériaux médicaux. Et donc cela nous permet de nous réinterroger sur notre puissance et notre autonomie, notre souveraineté industrielle. On se rend compte que ce sont des besoins essentiels, hein, des masques, des gants, du matériel médical. Demain, si on n'est pas fourni par des pays étrangers, ça va devenir très compliqué. La qualité de l'offre de soins va en pâtir et demain peut-être d'autres services et politiques essentielles. Donc effectivement, on a besoin d'avoir des filières professionnelles et donc ce que je parlais tout à l'heure, des immersions professionnelles. Si on n'a pas non plus toutes ces économies localement ancrées sur le territoire français, on crée des filières et des formations qui demain ne pourvoiront pas des métiers. Ah, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus. On a de plus en plus de jeunes qui sont très bien qualifiés. On a une massification du bac. D'ailleurs, ça questionne de la valeur du bac aujourd'hui. Que vaut le bac aujourd'hui, le baccalauréat, quand on a autant d'étudiants qui ont le bac? Mais dans le questionnement de quelle est la valeur des études supérieures et leur impact sur le thème du marché, on se rend compte que pour des doctorants, par exemple, on bac plus 7 à plus, ils ont du mal à trouver du travail. Et donc derrière, ils font des formations qualifiantes et professionnalisantes sur des métiers et des secteurs très professionnalisés. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que former bien, c'est important, mais former mieux pour que demain ils puissent avoir des débouchés professionnels, c'est notre enjeu au niveau de la France. Et aussi, ça redonne du sens au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà que les salaires sont décolorés de la valeur travail. Mais si en plus, on est surformé et on fait des métiers qui sont donc moins intéressants, entre guillemets, pour ceux qui les exerceraient, on va devoir avoir une perte de sens et donc de la valeur travail aussi pour les personnes qui exercent ces métiers. Donc oui, il nous faut refaire de la filière professionnelle, comme le fait l'Allemagne. Ils ont très bien maintenu, ils ont un taux très important d'alternants. Nous, on a rehaussé après le Covid par rapport aux mesures mises en place par le gouvernement. On a besoin d'aller encore plus en aval de ça que des collectivités, des professionnels qui demain tutorent et acceptent des stagiaires, des alternants. On a besoin de remettre la formation professionnalisante. C'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot. Il y a des formations professionnalisantes bac plus 3, bac plus 4, à tout niveau. Et ça permet aussi demain d'avoir des personnes plus expérimentées lorsqu'ils seront dans leur prise de poste. Justement, on parle du sens du travail, Ali. Selon toi, faut-il rouvrir le débat sur l'indexation des salaires à l'inflation? En tous les cas, ça a toujours été un sujet, donc il va falloir le faire. Moi, je pense qu'à un moment donné, les salaires, quand ils sont à un certain niveau et qu'on voit l'inflation qui monte plus haut que le salaire, forcément, il y a des écarts. Et après, on parle du pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'il faut trouver un système dans lequel il y a quand même une sécurisation, c'est-à-dire qu'on peut rester sur éventuellement une inflation qui soit, je dirais, très haute, tout en sachant qu'éventuellement, sur la partie salaire, on est en capacité éventuellement de trouver le complément. Parce que c'est vrai que systématiquement, si on doit se caler entre l'indexation et l'inflation avec les salaires, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut avoir des déséquilibres. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir, si tu veux, au moins une sécurisation, en tous les cas, entre les salaires et l'inflation. On l'a vu là dernièrement, surtout dans le bâtiment, par exemple. Il y a eu même des chiffrages qui ont été faits à un certain montant. Quand l'inflation allait monter à des taux pas possibles, on achetait par exemple l'acier à 1 euro, ça s'est retrouvé à 4 euros. Et il n'y avait pas que ça. Et donc on s'est retrouvé à une personne qui vendait éventuellement une construction à 3 millions d'euros, qui avec l'inflation se retrouvait à 6 millions. Donc il faut toujours trouver des systèmes dans lesquels il faut avoir ces compensations. Maintenant, je crois aussi que c'est le rôle du gouvernement d'anticiper un peu tout ça. Mais après, c'est un peu plus global, parce que la Banque Centrale Européenne, on se demande parfois à quoi elle sert. Et donc il y a, je pense, des mesures à prendre, des dispositifs à mettre en place, justement pour pas qu'il y ait trop ces écarts. Alors, Amina, rayonnement républicain. Les Français demandent plus de sécurité, mais aussi plus de respect des libertés. Comment concilier les deux? La première des libertés, c'est la sécurité. C'est le droit à la sécurité que nous avons comme exigence républicaine. C'est d'ailleurs ceci... une des premières exigences du rayonnement républicain, assurer la sécurité. La sécurité, elle n'est pas que la sécurité physique des biens et des personnes, elle est aussi la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, enfin voilà, il y a plein de choses dans la sécurité qu'on y met. Et aujourd'hui, on le voit là, avec l'espèce d'actualité qui oppose la région avec les opposants à la région, qui ont attaqué la région parce qu'ils assuraient la sécurité en investissant dans la vidéoprotection et le réarmement des polices municipales, alors que ce n'était pas sa compétence.
Donc l'enjeu, c'est de savoir qui assure la sécurité. Est-ce que c'est les localités? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que l'État peut toujours et continuer à l'assurer? On a des fortes incitations au niveau de l'Union européenne pour privatiser les sécurités, notamment des bailleurs sociaux, et également des fois des événements auprès des collectivités, en faisant recours à des sociétés de sécurité. C'est-à-dire que maintenant, la sécurité, elle sera payante. Et donc, on aura des sécurités à plusieurs vitesses, tout comme se dessine demain la santé à plusieurs vitesses. Est-ce que c'est ce qu'on veut demain? Et ça dessine aussi quel État nous voulons. Est-ce que c'est un État toujours providence? Est-ce que c'est un État qui, de plus en plus, met dans le domaine marchand des choses qui étaient des politiques essentielles? Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des transitions. La sécurité en fait pleinement partie pour nos concitoyens, parce que le maire de demain ne pourra pas tout assurer. Et je pense que le maire, son rôle, c'est un orchestrateur entre l'État. On ne peut pas s'opposer à l'État continuellement et perpétuellement si ça ne va pas dans le sens de l'intérêt de son territoire. L'État, la région et le département. Mais chacun devant respecter au bout d'un moment ce qui est décidé. Si le socle qui est établi par la Constitution, c'est que c'est l'État, bah, effectivement. Mais ça peut bouger et il nous faut en dialoguer, je pense. Parce que la sécurité de demain, elle se décide aujourd'hui. Les violences changent, elles se mutent. Elles ne sont plus que dans la rue, elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Elles sont aussi dans votre téléphone, hein, quand vous faites attraper, voler de l'argent et autres. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux et la sécurité doit être réarmée et à chaque niveau, dont l'échelon local doit être aussi renforcé. Alors Ali, tu es souvent sur le terrain, hein, j'ai pu le voir, hein, tu vas souvent à la rencontre des gens sur ta ville de Livry-Gargan, hein, où tu côtoies, on va dire, toutes les couches de la société. On parle souvent de zones de non-droit. Pour toi, est-ce un mythe ou une réalité? Et que faire concrètement? Bah, en fait, j'aurais tendance à dire que sur Livry-Gargan, on n'a pas de zone de non-droit. On a des zones qui sont, disons, un petit peu... on a des difficultés, mais on n'est pas en zone de non-droit. On n'est pas Marseille. Mais en tous les cas, c'est une politique globale. Si on veut arrêter éventuellement de la sécurité, si on veut avoir de la sécurité, c'est, je pense, en tous les cas, ça c'est à mon sens, parce que quand je vais éventuellement coller, quand je fais éventuellement du porte-à-porte, je rencontre des jeunes, même le soir à 22, 23 heures. Je rencontre pas que des jeunes qui sont là en train de discuter. Il y a des jeunes qui font des activités qui sont pas, je dirais, voilà, qui ne sont pas en tous les cas dans les règles de la République. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le dialogue, il s'installe. Après, c'est un contrat avec eux. Moi, comme je leur ai dit, j'ai dit demain je suis maire, sachez une chose, on va passer des contrats ensemble. Mais si jamais vous ne les respectez pas, je ne serai pas le copain, je serai plutôt le flic. Donc il y a des moments donnés, effectivement, il y a des zones dans lesquelles ils sont un peu plus tendus, mais ce n'est pas partout en France. Là où on veut nous faire croire que finalement il y a des zones de non-droit partout, c'est pas vrai. Effectivement, il y a des zones où c'est vraiment très 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 tendu, mais vous arrivez quand même à traverser si éventuellement vous occupez pas d'eux. Voilà. Alors après, c'est le jeu de la police et c'est le jeu des voyous. Donc voilà, après, moi je sais qu'il y a des solutions, elles existent, mais faut-il être déjà maire pour éventuellement en avoir la possibilité de donner des dispositifs et surtout des solutions? Parce qu'il en existe. Hein. Tout à fait d'accord. Alors Amina, est-ce que la France peut encore peser dans sa relation avec le Proche-Orient et l'Afrique? J'ose espérer, hein. De toute façon, je pense qu'il y a un regard et une attente des pays en général, hein, des 5 continents, mais sur l'Afrique, Maghreb et subsaharienne, une grande attente, et que la France sort de son rôle de spectateur ou de donneur de leçons, surplombant les relations internationales, mais prenne clairement son rôle peut-être d'arbitre, d'influenceur et d'orchestrateur. Et ne pas laisser ça peut-être à Trump ou à d'autres forces et puissances qui ne sont peut-être pas alignées avec les valeurs françaises. Donc sur les Comores, qui est à la limite de Mayotte, et sur tous les territoires ultra-périphériques de la France, il y a un besoin de renforcer la présence de la France, parce qu'on perd en présence, en influence économique, et demain ces marchés-là sont perdus au profit du Brésil ou de d'autres forces et autres qui vont faire vendre des produits moins qualitatifs, mais moins chers, et effectivement qui vont instaurer d'ailleurs un dialogue diplomatique qui va suivre avec les autorités en présence. Parce que le pouvoir économique est la première des diplomaties. C'est-à-dire que lorsqu'on a des entreprises qui sont à l'étranger, on en a énormément en France, hein, et bien, l'idée, c'est aussi que le pouvoir diplomatique accompagne pour qu'on puisse restaurer des relations de confiance et de partenariat qui vont nourrir d'autres projets, d'autres innovations. Ce qu'on ne peut pas produire ici en France, on peut le produire à l'étranger, mais encore faut-il que la diplomatie ne nous le permette.
Donc oui, j'ose espérer qu'on va reprendre nos galons. Maintenant, ce regard sur le Moyen-Orient n'est pas le même que sur l'Afrique, je pense. Je pense que nous n'avons pas les mêmes marges de manœuvre parce que historiquement, on a un lien rapproché et resserré avec les pays d'Afrique du fait de l'histoire, qui n'est pas le même avec le Moyen-Orient, et qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des polarités qui se dessinent. Le BRICS en fait carrément partie. Ils prennent leur place dans un nouveau dialogue à restaurer. Et d'ailleurs, ils contribuent aussi à déconstruire la zone de la francophonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la francophonie est mise à mal, parce qu'on ne joue pas pleinement notre rôle dans la francophonie. Alors que toutes les zones Commonwealth et autres, effectivement, prospèrent. Les économies et les pays qui y sont membres prospèrent. À tel point que nous avons des membres et des pays de la francophonie qui veulent sortir de la francophonie pour aller dans les zones du Commonwealth, alors qu'ils ne parlent pas anglais. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment on réassoit l'influence française. Comment est-ce qu'on veut le faire? Je pense que les diasporas font partie de notre étendard en France. Nous avons une culture qui est riche et elle devrait être un étendard parce que nous avons la lecture des doubles, voire des triples standards culturels de la France et des pays dont on est originaire. Et qu'aujourd'hui, c'est des viviers dans lesquels on ne se ressource pas. On veut rester sur des vieux logiciels avec des personnes qui essaient de faire leur travail, mais dans des méthodes qui malheureusement n'apportent pas leurs résultats. Et je pense qu'il faut pleinement que chacun y contribue avec les richesses qu'ils ont. Et c'est aussi ça, le rayonnement républicain. C'est d'aller chercher les compétences là où elles sont et les mettre au profit de l'intérêt général. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à mes confrères, je vais vous poser chacun une question. Ali, je vais m'adresser à toi, étant donné qu'Amina vient de répondre. Si tu avais une mesure à rapidement lancer, quelle serait-elle pour ton territoire ? Alors sur mon territoire, c'est de faire en sorte que tous les maires, à un moment donné, puissent se mettre d'accord et comprendre qu'on est dans un département qui est en train de plonger. Je disais dernièrement, justement, j'avais été interviewé par je ne sais plus quelle chaîne, France 2 ou TF1, je ne me rappelle plus. On me disait c'était quoi le problème en Seine-Saint-Denis. J'ai dit le problème c'est que les 2/3 des maires de Seine-Saint-Denis, pour moi en tous les cas, ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour éventuellement travailler ensemble et surtout de se dire qu'il va falloir faire autrement. Moi je vois simplement qu'il y a des départements qui fonctionnent bien parce qu'il y a des cohérences. Je me souviens quand j'étais chez Charles Pasqua, il me disait, la première phrase que je lui avais dit, oh, Monsieur Pasqua, vous avez hérité quand même d'un département assez sympathique. Il m'a dit, mon petit, tu te trompes. Nous, on était dans une, comme il disait, la ceinture rouge. On a gagné une ville dans les Hauts-de-Seine et ensuite on avait des camarades et on les poussait. Malheureusement, en Seine-Saint-Denis, c'est pas le cas. J'ai jamais vu un département, sérieusement, où chacun est dans un pays. On n'est même pas dans des villes. Les mecs, c'est un pays. C'est-à-dire que l'autre, il n'a pas envie de parler avec l'autre il n'a pas envie d'aider l'autre, etc., etc. C'est la cacophonie. Donc, à un moment donné, il va falloir se dire, messieurs, la chaîne de commandement, il va falloir la respecter. Mais même les partis sont responsables un peu de tout ça. Parce qu'il y a certains maires, par exemple, un maire qui est divers droite, qui n'est pas forcément républicain, centriste, etc. Eh bien, tu lui envoies un candidat face à lui. Parce que si à force de leur dire, bon, il est divers droite, donc il va représenter la droite, on ne va pas aller contre lui, etc. Non, c'est pas comme ça. Il y a un moment donné, chaque personne doit être soit attachée à ses convictions, à ses valeurs, et les défendre, ou sinon, voilà, tu auras des concurrents en face de toi. Donc la seule chose que j'aurais à dire, c'est à un moment donné, messieurs, faites en sorte que, même si jamais il y a des intercos, etc., c'est vraiment de faire en sorte que les 40 maires du département puissent à un moment donné discuter entre eux. Et mine de rien, on a quand même, du côté du Stade de France, énormément d'entreprises, etc. On est quand même un département qui ramène de l'argent fiscal, mais on est incapable, en tous les cas, de le redistribuer là où il le faut, etc. Et donc ça, c'est un drame. Donc tant qu'on restera chacun dans son coin, ça sera une catastrophe. Merci beaucoup, Ali. On finit ensemble, Amina, du moins pour ma partie. Selon toi, quelle valeur locale ne jamais sacrifier ? J'en ai deux en tête, mais pour moi, la consultation et rendre compte, c'est un peu les revers de la même pièce. On consulte en amont pour savoir si les projets sont en phase avec les aspirations locales. Et on rend compte parce que c'est pas parce qu'on a un mandat qu'on a un chèque en blanc. Les élus ont trop l'habitude de se dire j'ai été élu, je fais ce que je veux pendant le mandat. Je pense qu'il faut savoir rendre compte en toute humilité et ça permet de
jouer sur la transparence, également d'expliquer et d'être pédagogue sur la réalité des financements et leur cycle d'arrivée sur les territoires, hein, et de savoir dire lorsqu'on n'a pas pu, pourquoi on n'a pas pu, et lorsqu'on peut mieux, pourquoi on peut mieux. Et je pense que ça, c'est aussi une exigence démocratique à laquelle on doit s'astreindre. Merci beaucoup. Alors, C'était Albert Fautré, hein, pour les questions politiques. On va parler questions sport avec Natacha Bonnet. Je suppose que tu as pas mal de questions que tu as posées à Ali, hein, et à Amina. Pourquoi pas. Alors, la ville de Livry-Gargan, on sait qu'elle est très engagée dans le développement du sport, la vie associative, et elle a même obtenu le label de ville active et sportive en 2024. Alors, quelle est votre vision globale par rapport au sport, dans l'engagement du sport? Alors, bon, moi, je n'ai pas cette vision-là. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un pays, il suffit d'avoir un certain réseau pour obtenir tous les grades que tu veux. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, c'est le cas. Je vais prendre le cas du football. Moi, je rencontre pas mal de mamans qui, en fin d'année, lorsqu'il y a les tests pour récupérer éventuellement les meilleurs joueurs, et ben, tous les autres qui sont moyens, ben, ils rentrent chez eux, ils sont frustrés, ils ne peuvent pas exercer leur sport. Donc quand on dit qu'éventuellement Livry-Gargan c'est une ville où le sport va bien, c'est complètement faux. Et puis par contre on sait éventuellement donner des grades. Voilà, on sait donner des médailles à des villes, etc. C'est comme les villes fleuries, c'est pareil. Des fois tu dis où est-ce qu'elle est fleurie, je me demande où est-ce que c'est fleuri. Par contre, quand on va un petit peu en deuxième couronne, on s'aperçoit que quand on dit ville fleurie, elle est vraiment fleurie. Que là, vous mettez 2-3 pots de fleurs là où il faut, et vous avez le label. Donc pour moi, c'est pas assez... Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est pas convaincant, et ça sera pas ma politique. Ma politique, c'est le sport pour tous, et le sport d'élite en même temps. À côté de ça, il y a du sport pour tous, et en même temps, je veux faire de l'élite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est comme ça que vous pensez l'intégrer dans votre projet municipal? Oui, tout à fait. Est-ce que vous envisagez des équipements spécifiques pour certains sports qui seraient sous-représentés, pas très connus? Oui, il y a forcément, par exemple, l'handisport. L'handisport, il n'existe même pas. Je vois, par exemple, même si il y a des femmes qui souhaitent faire du sport, etc., c'est sous-représenté. Aujourd'hui, par exemple, on a un stade de rugby. Quand je suis arrivé à Livry-Gargan, je suis arrivé en 2018, j'entendais plein de gens me dire tiens, on a un stade de rugby. J'y suis allé, je suis passé devant, il n'y avait pas de match. Effectivement, vous regardez, il y avait les poteaux qui étaient enlevés. Moi, je pensais que c'était un champ. C'était un champ voilà. Et finalement, c'était le stade de rugby. C'est un stade qui est complètement arrondi, on se met d'un côté et de l'autre, je suis même pas sûr qu'on voit l'autre personne qui est de l'autre côté, et en même temps il n'y a même pas de tribune. Donc même le stade d'entraînement qui est complètement sur la nationale, on n'a pas de tribune. Donc en fait, en termes d'équipement, je crois qu'il y a tellement de choses à voir. Quand je vais voir des matchs de handball, franchement j'ai honte. Vous allez dans les toilettes, c'est encore des toilettes des années 1940. Je veux dire, et à côté de ça, on va vous mettre éventuellement des panneaux de signalisation des vitesses que vous dépassez, etc. Je sais pas, moi, les toilettes, ça coûte pas non plus des milliers et des cents, quoi. Le sport, en tous les cas, à Livry-Gargan, avec comment moi je vois les choses, je peux vous dire que ça restera pas comme ça, c'est sûr. Super. Et comment pensez-vous accompagner les championnes et champions de la ville de Livry-Gargan pour pérenniser, les accompagner, même l'après-carrière? Est-ce que vous avez un dispositif pour l'instant, moi, depuis que je suis là, je n'ai pas vu de champion. Sinon, les champions, quand il y a un champion, forcément, il commence dans un stade, et puis après, il part dans des clubs où justement on joue les performances, et on joue éventuellement des coupes nationales ou internationales. Mais en tous les cas, on va prendre par exemple le cas de Mbappé. Il a fait un petit passage à Bondy, mais le centre de formation, c'est pas Bondy qui l'a fait. Il a fait ses premiers pas, mais après c'est Monaco, c'est Paris Saint-Germain, etc. Donc Livry-Gargan, c'est pareil. C'est pour ça que je trouve regrettable qu'aujourd'hui, après,
c'est comme tout, peut-être que le maire ou même le président du club ou d'autres, etc., c'est peut-être à leur niveau. Moi je dis toujours, voilà, on est compétiteur ou on ne l'est pas. Moi personnellement, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un qui aime amener les choses au plus haut. Je ne suis pas quelqu'un qui veut éventuellement laisser les choses au plus bas, etc. Pour moi, le sport, c'est un côté, il y a l'élite, parce que l'élite, ça apporte aussi d'autres enfants, et ça permet de faire monter en compétence ceux qui méritent justement peut-être qu'un jour ils deviendront des professionnels, et dans laquelle on va les accompagner, peut-être même créer un centre de formation au sein de notre ville, etc. Mais pour arriver à ça, c'est une politique globale. On peut pas... Personnellement, je pense qu'on ne peut parler de sport, de la culture, éventuellement même de l'emploi, du pouvoir d'achat, etc., sans avoir une politique globale pour la ville. Parce que tout est en lien. Il n'y a pas une chose qui n'est pas en lien. Aujourd'hui, vous avez des recettes qui sont celles qu'elles sont. Si éventuellement vous voulez faire monter les choses par le haut, il nous faut des recettes supplémentaires. Alors effectivement, il y a des maires comme le nôtre, par exemple, qui se vantent de faire 2 800 000 euros de recettes par les amendes. Moi, ça ne sera pas ma politique. Je ne suis pas là pour mettre des amendes aux gens qui habitent la ville de Livry-Gargan. Il y a d'autres façons de trouver des recettes, etc. Donc voilà, moi, ça sera une politique globale. Ça sera à la fois économique, sociale, sportive, culturelle. Voilà, c'est un ensemble qui va faire qu'à un moment donné, on va faire monter la ville. D'accord. Donc, pour l'instant, pas forcément d'action concrète, financièrement ou géographiquement parlant? Pour l'instant, si, j'ai vu, il y avait des jeunes qui sont partis, je crois, je ne sais pas s'ils sont partis en Espagne, mais toujours c'est bien, pour le jeune, ça sera un bon souvenir. Mais j'aimerais que Livry-Gargan, par exemple, on avait une équipe de handball qui était en Ligue 1, qui jouait même la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on a un national. À un moment donné, il y a eu la municipalité qui était pratiquement pour fermer le club. Le club a envoyé des courriers aussi à la mairie, et à un moment donné, il y a eu des tensions entre eux. Il a fallu que j'intervienne lors des matchs, etc., pour que le maire, ayant peur que je récupère éventuellement l'électorat, alors que ce n'était pas mon intention, qu'il a fait marche arrière pour redonner une subvention au club, etc., pour finir la saison. Mais moi, je le sais très bien, la saison, plus la période un peu électorale, et puis juste derrière, il va tout faire pour que finalement le club s'arrête. Donc, c'est pas comme ça qu'on gère. On est toujours en train de courir après l'urgence. Moi, je préfère être un maire qui anticipe les choses. Par exemple, je sors un petit peu du sport, mais tout est lié en réalité. C'est que, par exemple, là, aujourd'hui, on a une école, ce qu'on appelle Jacob 1, qui a des difficultés. Et donc, on va construire, enfin, on va plutôt... on ne va pas dire construire, mais plutôt, en fait, il y a des failles un peu partout, donc il faut faire sortir les gamins, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis que je suis arrivé sur la ville de Livry-Gargan. Et ben, on va les mettre dans des bungalows. Bon, ça veut dire qu'on n'anticipe rien. Ça fait 6 ans que cette situation, elle est là. Donc, on va retirer un city park pour mettre des bungalows. Alors qu'un city park, on l'a payé. Et c'est tout comme ça. C'est-à-dire que si on court à chaque fois, et puis après, on vient se vanter, vous avez vu, hein, non, c'est pas comme ça qu'on gère. Et si on veut faire éventuellement du sport de haut niveau, il faut arrêter de gaspiller de l'argent à droite, à gauche. Au lieu de le mettre dans le sport et dans la culture, et ben on le met plutôt dans des phases d'urgence. Alors, je suis un peu critique, oui. Hein, c'est vrai, mais parce que c'est la réalité, quoi, vraiment. Bon, c'est une constatation, en tout cas. Ça. Le sport santé est une préoccupation grandissante. Comment comptez-vous l'intégrer dans votre politique sportive? Ben, en fait, ça, on peut que le faire avec les dirigeants des clubs. Le sport santé, ça a toujours été quand même des priorités, et ça fait un moment qu'on en parle, mais il n'y a pas beaucoup de clubs en réalité qui mettent en application ce qu'ils disent éventuellement en début ou fin d'année. Donc à un moment donné, il va falloir réagir, travailler d'une manière assez intelligente, et de travailler avec tous les partenaires qui puissent exister autour du sport santé pour justement pouvoir réguler nos manques à nous, en tout cas sur la ville de Livry-Gargan. Voilà. Merci. Merci, monsieur Alianza. Merci. Alors, Amina, une femme qui rayonne. Merci. Sur la liste, qui travaille pour le rayonnement des Républicains. Présidente, effectivement, du rayonnement républicain. C'est bien ça. Amina, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux élections municipales? Une colère saine. Je pense que des fois... Une quoi? Une colère saine. Je pense que des fois, nous avons des colères qu'il
faut les transformer en quelque chose de positif. Et je suis toujours très positive et optimiste. Donc, d'où mon rayon, comme vous le disiez. Donc une colère saine, parce que je pense que nous avons, comme tu l'as dit Ali, nous avons des fois des attentes et des exigences sur les territoires. Et des fois on se désespère de voir se mettre en place, ou de voir se mettre en place des fois des méfaits ou des mauvaises politiques. Et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste spectateur? Moi j'ai des enfants, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Est-ce qu'on se dit on baisse les bras et que ça continuera pour nous et donc pour nos enfants et peut-être pour leurs petits-enfants s'ils restent sur le territoire? Ou est-ce que non, on fait porter notre voix directement en se disant il faut monter une liste, faire une liste et proposer un projet? J'avais déjà plein d'idées de projets pour nos concitoyens, issus des remontées qu'on a, des observations objectivées, chiffrées, et du coup faire un programme et se soumettre au scrutin. Donc on va avoir l'onction électorale et se dire je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et c'est un rendez-vous en fait, c'est un pari, c'est une formidable respiration démocratique où on se rend compte qu'on peut se permettre de rêver pour notre territoire des choses qu'on ne voit pas au quotidien en se disant mais pourquoi les services se passent aussi mal, les services de proximité ferment, pourquoi les city-stades, les gymnases, n'en parlons pas, l'état des toilettes c'est pareil, sont dans cet état-là. Je suis d'accord, c'est les années 1940, les délais l'ancienneté des toilettes. Pourquoi est-ce qu'on a autant de sportifs qui n'arrivent pas à trouver leur chemin ici? C'est une jeunesse à qui on ne donne pas les chances de pouvoir exceller demain. Moi j'ai fait du sport, j'en ai fait en UNSS, pas forcément en club, et j'ai fait de bons niveaux. Et à l'époque, le maire en place mettait en valeur les filières sportives sur la base des associations, parce qu'on ne fait pas de sport sans acteurs associatifs. Il nous faut des associations qu'on renforce, qu'on accompagne, qu'on valorise. Faire du sport, c'est pas juste faire un événement sportif où on a un Red Bull et on a plein de partenaires. C'est faire vivre au quotidien le sport, c'est faciliter les familles, les seniors, vous avez parlé du sport santé, à pratiquer le sport, surtout qu'on vient de recevoir les Jeux Olympiques. On ne les reçoit que tous les 100 ans, nous en France, ça fait des 100 ans qu'on les attendait. Et quelles retombées on en a dans les territoires, qu'est-ce qu'on construit? Donc voilà, c'est d'une saine colère et je pense que ça a été un rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai eu de quoi être élue en tant que conseillère municipale d'opposition et depuis, j'ai œuvré sur le terrain. Je suis élue vraiment ancrée sur la proximité et dans le dialogue et l'écoute pour aider, pour accompagner les familles, les habitants sur différentes thématiques. Donc ça m'a beaucoup enrichi et je pense avoir été dans un mandat utile, c'est toujours mon souci, et guidé par l'intérêt local. De ça, toujours né d'autres projets, d'autres idées, d'autres contributions, et de là naît les menaces, entre guillemets, parce que le bon sens a toujours peur, enfin le mauvais sens a toujours peur du bon sens. Donc quand on propose des choses qui font sens et qui font intérêt local, effectivement on fait peur, donc je pense que pleinement, on engage aussi d'autres citoyens à nous rejoindre grâce à ça, grâce à l'intérêt général et l'intérêt local qu'on déploie. Et je pense que c'est jamais vain. Et ça peut inspirer d'autres à nous rejoindre, d'autres gens des diversités, d'autres gens qui se sentent éloignés de la politique locale en pensant que c'est pas pour eux. Moi, j'ai pas fait d'études en politique initialement. Je me suis lancée parce que j'étais dans des associations depuis des années, depuis ma vie étudiante. J'ai déjà accompagné dans les démarches administratives, j'ai accompagné la parentalité, la jeunesse, les élus aussi, maintenant beaucoup, le handisport, beaucoup, c'est des thématiques qui m'ont beaucoup parlé, la parentalité, et dans le milieu associatif, on fait tout seul en fait, c'est des couteaux suisses les personnes dans le milieu associatif, ils vont chercher des financements, des partenaires, des sponsors, ils déploient des politiques, ils budgétisent, et eux par contre ont presque l'obligation d'être à l'équilibre, donc voilà, c'est une formidable école, et de ça, je pense qu'on peut demain avoir un pied en politique pour définir des politiques qui nous ressemblent, et qui vont répondre à des vraies problématiques et des préoccupations, voilà. Et donc, comment ça se passe le développement du sport dans cette petite ville à Avon? Alors c'est une ville de 14 000 habitants, un peu moins, donc c'est une ville moyenne, on va dire. D'où vient d'ailleurs Thuram, qui est un sportif qui a cru à son époque que le sport pouvait l'emmener bien loin. Il était tout seul, et il a été accompagné. Il n'y avait pas plus de chance que d'autres, mais ce n'était pas un territoire qui offrait aux sportifs un avenir meilleur. Je pense que selon les départements, on voit des départements qui poussent et qui investissent en développement des filières, des académies, des écoles municipales de sport, soit UNSF, soit associatives, soit municipales d'ailleurs. Et ça trace et ça illustre une mentalité et un lien qu'on a au sport. Certains voient le sport comme une politique secondaire en se disant le sport, il faut déjà passer à l'éducation, la sécurité, le logement, l'habitat, le sport, ce sera plus. Mais en fait, tout est lié, et ça j'en suis intimement persuadée. On le voit aussi sur la santé mentale, la pratique du sport permet aussi de mettre à bas toutes ces problématiques sur la santé mentale, sur l'isolement social aussi. Et je pense que c'est où on met le curseur. Aujourd'hui, nous avons malheureusement beaucoup trop de territoires qui sont sur un ancien logiciel où ils mettent le curseur très bas au niveau des politiques sportives en se disant c'est pour amuser un peu ceux qui ont du temps à passer. Et je pense que malheureusement, notre jeunesse et bien d'autres sportifs qui aujourd'hui isolément ont des parcours à valoriser ont besoin que les politiques s'en saisissent et demain leur permettent d'avoir des logements,
un travail. On a beaucoup de sportifs qui peuvent être également embauchés dans les collectivités en partenariat avec le CREPS ou avec les conférences des sports et autres qui financent aussi. Il nous faut aussi peut-être mettre en place des bourses, peut-être mettre en place aussi pour agir sur la féminisation de la pratique sportive et le handisport, où je suis vraiment très sensibilisée là-dessus, des équipements, mais également vraiment des campagnes aussi de sensibilisation. Et puis aussi accompagner les familles qui ne peuvent pas toujours se mobiliser, et accompagner les enfants et permettre à des enfants qui ont un potentiel d'aller au plus loin possible de leurs rêves. Merci. Alors, je vais terminer par une seule question qui sera pour vous, tous les deux. Donc, si vous deviez citer une seule mesure phare que vous mettriez en œuvre pour le sport à Livry-Gargan et à Avon, quelle serait-elle et pourquoi? Personnellement, ça serait le sport pour tous. En tout cas, je referai un audit général sur le sport de notre ville, parce que je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des déséquilibres quelque part. Il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que quand on nous présente éventuellement des budgets, quand on les regarde, on n'a pas le fond des factures, il n'y a que des lignes budgétaires, donc on ne le voit pas. Moi, je pense que je ferai vraiment une audit et regarder la réalité du sport sur la ville de Livry-Gargan et essayer de trouver des solutions justement pour sortir de ce sport d'élite qui n'est pas en réalité, qui est simplement on a une équipe, on a les meilleurs et tous les autres on leur dit restez chez vous. Donc moi ça sera vraiment le sport pour tous, à la fois sur le plan sportif mais aussi à la fois sur le plan finance. Je regarderai les deux aspects parce que je pense qu'il y a aussi des parents qui ne sont pas en capacité de payer des licences pour des enfants, parce que quand on en a 3, aujourd'hui les licences sont à 200, 300 euros, même si la CAF parfois intervient pour essayer de les aider, il faudra que je regarde un peu tout ça. Merci à vous, Amina. Je suis tout à fait d'accord sur le sport pour tous, ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas en place. Je pense qu'on a besoin de travailler sur les deux jambes, le sport pour tous et le sport élite, c'est très important. Après, je pense qu'il nous faut aussi sortir de notre introspection sur le sport. On est beaucoup tourné vers nous-mêmes sur les territoires et les viviers et acteurs. Je pense qu'il faut s'ouvrir et que le sport doit être un vecteur de voyage aussi et d'aller découvrir les autres et l'excellence là où elle se trouve. Donc faire des coopérations avec des fondations pour le sport, le PSG en a, aller visiter des fois le club de basket de Paris qui a ouvert il n'y a pas longtemps et qui emploie des jeunes, qui les prend pour des stages et pour des alternants. Voilà, il nous faut aller découvrir d'autres territoires où il y a des excellences. Je vois le 94 a mis ça en place, une association qui met en place des voyages des meilleurs profils de basket pour aller aux États-Unis, dans des clubs de basket, découvrir qu'est-ce que c'est le haut niveau aux États-Unis. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que la ville devrait être le catalyseur des opportunités. C'est-à-dire qu'on doit transformer chaque pan de nos politiques comme une opportunité de réussir dans des domaines où on ne le ferait pas tout seul, isolément. Si la ville n'apporte pas ce supplément d'âme dans le parcours de ses concitoyens, pour moi, elle ne fait que du fonctionnement. Elle ne crée pas les conditions d'un mieux vivre pour tous, donc pour les enfants comme pour les parents, et de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas se permettre. Donc je pense qu'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas sur le territoire, c'est aussi une invitation au voyage, à découvrir comment d'autres ont réussi à se mettre en chemin vers l'excellence, parce que des fois, on ne sait plus comment faire. Et il faut arrêter de se regarder et regarder ailleurs. Donc, j'espère que le sport peut être également demain un vecteur de voyage et d'aller découvrir l'excellence sur les territoires où elle est. Super. Merci à vous. Merci. Natacha, merci. Merci Natacha pour ces questions. Moi, j'ai une question particulière, moi, qui me turlupine, parce que autant, Amina, tu présentes carrément ta candidature à la mairie de Avon. Mais j'ai pas entendu Ali parler de sa candidature. Est-ce que tu vas être candidat à la mairie de Livry ou pas? Alors pour l'instant, j'en ai parlé avec mon équipe. Oui. Est-ce que je serai éventuellement candidat ou pas? Pour l'instant, je suis en pleine réflexion, j'ai besoin de vacances. Parce que la fonction de conseiller municipal, c'est pas de tout repos. Parfois on a interpellé dans la ville. On a un métier, et, on fait pas ça toute la journée comme le maire. Le maire, il est là du matin au soir, il est payé pour ça. Et donc, j'ai besoin d'avoir une petite réflexion et au mois de septembre, je donnerai ma réponse. Est-ce que dans la ville de Livry-Gargan, il y a des choses qui te choquent particulièrement, que tu as envie de résoudre, des problèmes que tu veux résoudre? Parce qu'il me semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi, parce que tu es assez ouvert à la population. Il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre, ou bien te demander, te pousser à candidater.
Oui, encore tout à l'heure. Je pensais pas qu'on allait m'interpeller et qu'on avait lu l'édito que j'avais fait du mois de juillet, où on m'a posé la question, Monsieur Hamza, alors du coup, vous y allez pas. Mais bon, il fallait quand même que je sois sincère avec eux et que leur dire, voilà, c'est une décision quand même qui est pas à prendre à la légère, parce que c'est quand même, si on décide d'y aller, c'est pratiquement du H24, c'est aussi engager toutes les équipes qui sont avec nous, c'est aussi un budget, parce qu'une campagne, c'est pas rien. Bien sûr. Et donc, si j'avais éventuellement des choses à dire, il y a tellement de choses à dire, que là, je passerais 2 heures. Si je racontais tout ce que j'ai envie de mettre en place sur la ville de Livry-Gargan, on passerait des heures. Il y a tout à revoir, en fait. Après c'est malheureux. Oui, après les vacances, certainement, on va devoir te réinviter, hein, pour nous donner ta décision. Mais au fond de moi, quand je t'ai entendu sur l'interview de Albert Fautré et de mademoiselle Bonnet, Natacha, j'ai pris quelques bribes de mots qui me faisaient comprendre que tu risquais d'y aller, mais tu as besoin de réflexion parce que c'est pas facile. Et parce que ce que tu portes sur tes épaules, alors, d'après ce que j'ai entendu, ça va pas être évident, donc tu as besoin de prendre un peu de recul, hein, même pas qu'un peu, pour mieux sauter. Ouais, c'est une ville quand même de 48 000 habitants. C'est une ville qui fait 10 km d'un point à un autre. Donc c'est beaucoup de fatigue, ça va être de l'engagement. Ma décision n'est pas encore prise. J'ai vraiment besoin de voir autre chose que nos départements, voilà, et de bien réfléchir à la question et de prendre la bonne décision, surtout parce que ça va être 6 mois, mais 6 mois intenses. Quand on voit que quand on est dans l'opposition, on n'est pas le maire. Le maire, il a tout un arsenal derrière lui. Que nous, l'arsenal qu'on a, c'est éventuellement les amis, les équipes qui veulent éventuellement vous suivre. Et en même temps, c'est voilà, avec les moyens que vous avez. Lui, il a les services de communication, les services juridiques, il a le cabinet, et puis c'est son métier. C'est-à-dire que lui, il est là du matin au soir. Il est vice-président, il fait 120 000 euros par an. Donc voilà, après, quand on arrive à 120 000 euros, on arrive à la banque, on demande éventuellement une somme pour faire un crédit, bah, c'est plus facile. Et en plus, souvent, il y a des maires qui utilisent en réalité la municipalité pour faire leur campagne déjà. Moi, je remarque, sans faire de jeu de mots, mais je veux dire que depuis 5 ans, on va dire, il ne se passait rien, et aujourd'hui, comme par hasard, à quelques mois des élections, il y a tout qui se passe sur la ville. Mais bon, c'est pas que lui, je pense que c'est tout le monde qui est comme ça. Maintenant, il va falloir expliquer ça aux gens et leur dire que bah, si vous voulez vraiment le changement, bah, il va falloir peut-être choisir le bon candidat. Hors antenne, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient te voir. Vraiment énormément de personnes. Et dans cet échange que j'ai eu avec toi hors antenne, évidemment, je me suis rendu compte que tu étais une personne qui a du cœur, hein, après ce que j'ai dû constater, parce que je te suis quand même depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça te fait que tous ces gens-là viennent te parler comme ça? Est-ce que ça pèse sur toi? Comment tu te sens de recevoir? Parce que c'est lourd, tous ces personnes-là. Récemment, un commerçant, un exemple que tu m'as pris, un commerçant qu'on veut pratiquement brader son commerce, quelqu'un qui a vécu 40 ans dans la ville, et du jour au lendemain, il a envie de prendre sa retraite, il ne peut même pas prendre sa retraite parce qu'il ne peut pas avoir la récompense de tous ses travaux de 40 ans. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça me met en colère. Ça me met en colère, pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a aucune anticipation. On n'est pas dans une politique globale, on est dans le coup par coup. Moi, j'ai jamais fonctionné dans ma vie le coup par coup, je ne sais pas faire ça. Moi, quand j'essaye de voir quelque chose, c'est comme l'éducation de mes enfants, j'essaie de voir d'une manière globale les choses. Et c'est comme ça qu'on anticipe, et éventuellement, quand on reçoit des coups, on les a tellement anticipés qu'on ne les reçoit plus. Et donc, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on est dans des situations où, quand je vois la ville, eh ben, je me dis, vraiment, il mérite un changement. Alors, comme je dis souvent aux gens, je dis que je rencontre beaucoup de gens qui sont déçus du maire, qu'on votait pour lui en 2020, mais qui ne revoteront pas pour lui. Après, je ne sais pas pour qui ils vont voter. Est-ce que c'est pour moi ou éventuellement mes adversaires? Mais en tous les cas, je ressens qu'il y a une volonté, en tous les cas, de changement. Et j'espère que ce changement s'opérera. Après, quand on va sur une élection, et que... Alors, si on fait un bon résultat, on est content. Mais quand on fait un mauvais résultat, quand on sait que en réalité, on peut faire les choses et qu'on peut changer une ville et qu'éventuellement les habitants ne vous ont pas compris,
forcément c'est un peu regrettable, surtout comme tu dis, voilà, moi je fais les choses avec cœur et passion. Voilà. Si demain, par exemple, je dis pas que tu as décidé, hein, pendant ces vacances, on se projette un peu, et que tu décides de lancer ta candidature, et que cette population-là t'écoute et te valide, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Alors la première chose que je ferai, je crois que je ferai une audit générale de la ville. J'ai besoin de savoir ce qui se fait, ce qui ne fait pas, et puis surtout les finances, comprendre un petit peu ce qui a été pratiqué depuis 12 ans. Ensuite, forcément, j'irai voir l'administration, parce que je vois une administration qui est très fatiguée, qu'on a marre. Je dirais qu'ils travaillent à 30 ou 40% de motivation. Ils font leur travail, ils font leurs heures, etc. Mais on sent qu'ils ne sont pas très motivés. Et donc ça, c'est déjà la première machine à remettre en route. Ensuite, je crois que je mettrai en place mon programme, qui est, pour moi en tous les cas, le programme qu'il faut pour Livry-Gargan. Et je pense qu'aujourd'hui, certains sites nous mettent 26e du département, alors qu'elle était numéro 2. Moi, je crois qu'on peut être numéro 1 du département. Voilà, parce que c'est une ville qui est très bien placée, mais qu'il leur faut, c'est une ville où il faut un maire compétent, pas un maire sympa. Je ne vais pas compenser ma gentillesse par plutôt la compétence par de la gentillesse. Moi, ça sera vraiment les deux. Je suis à la fois sympa et je suis à la fois compétent. Voilà. Merci Ali Hamza. J'ai une petite question un peu toujours dans l'idée de possible candidature, et puis cette question aussi à Amina. Qu'est-ce qui vous distinguerait des autres maires ou des autres listes si voilà, vous posez votre candidature? Je vais répondre d'abord, Ali, je te remercierai. Tout d'abord, ma connaissance des dossiers. Je pense avoir fait un mandat de proximité. J'ai été très proche de plusieurs habitants et même bon nombre d'habitants, ce qui m'a permis d'avoir une connaissance fine des dossiers et également l'avoir suffisamment relayé auprès des partenaires étatiques, que ce soit la région, les départements et l'État et même les autorités préfectorales. Et ça m'a permis aussi de savoir quel était le baromètre aussi, c'est-à-dire comment on avait aussi des marges de manœuvre. On est dans une ville où effectivement il y a une vraie problématique de gestion budgétaire que je dénonce depuis plusieurs années d'ailleurs, et on va vers le mur. Et je pense qu'aujourd'hui les gens n'en sont pas conscients. Les autres candidats sont encore un peu dans l'image de notre ville il y a 10 ans, en pensant qu'on a encore pleinement les moyens, et les moyens budgétaires ne sont plus du tout les mêmes. Et on est un peu comme une entreprise qui crée petit à petit sa propre insolvabilité, mais qui semble avoir l'air de couler à flot. On a des problèmes de trésorerie, on a des problèmes pour financer nos grands projets qui sont lancés, qui sont des projets vitrines, pour valoriser l'ego plus que pour donner de l'intérêt à la ville, et on a des baisses de recettes très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire preuve de pragmatisme, de réalisme, et les projets qu'on va proposer demain, enfin que je propose demain, ne sont pas des projets qui vont faire basculer la ville dans son financement, mais qui vont tirer puissance aussi du réseau partenarial qu'on sait entretenir, ce que n'a pas fait la maire. On est comme une maire qui a fait une grève de la faim, parce qu'elle était contre un projet de logements sociaux sur la ville, pour vous dire à quel niveau on en est. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit restaurer, on doit réparer sa relation avec les partenaires financiers et autres. Et j'ai entretenu ce dialogue-là pendant tout ce mandat, donc j'ose espérer pouvoir demain mettre ça au bénéfice des projets que je pourrais construire. Et également proposer des projets réalistes, pas proposer des projets vitrines dont les habitants, le territoire n'a pas besoin. Donc c'est ce qui me distingue. Je pense que je dois ancrer réellement dans le territoire, je dois ancrer dans un pragmatisme opérationnel, et j'amorce ça déjà pendant ce mandat. Voilà. Et Ali ? Tu peux reposer la question, parce qu'elle a tellement dit de choses et je l'écoutais avec attention, et c'est difficile après de compléter par rapport à tout ce qu'elle vient de dire, parce que finalement elle a dit beaucoup de choses et ça me parle, quoi. C'est dans une possible candidature, si vous vous présentez, qu'est-ce qui vous distinguerait des autres maires ou des autres listes? Je crois que c'est la compétence. Moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'anime. Je crois que c'est la compétence. Il est gentil, mais il n'a pas de compétence. Et puis, surtout, quand on est maire, il faut aussi prendre des décisions qu'on assume. Il faut les assumer. C'est pas... Il y a 3-4 personnes qui vous disent « Mais monsieur le maire, vous allez quand même pas faire ça, etc. » Mais si ça rentre dans l'intérêt général, je le ferai. Je suis pas là aussi pour séduire. En fait, souvent, on prend des décisions, mais qui, avec le temps, les gens le comprennent. Que si, finalement, à chaque fois que vous avez un projet en tête, vous voulez le réaliser,
Et puis il y a une association qui s'est créée des habitants où ils sont 3-4 en réalité et qui viennent vous voir en disant mais monsieur le maire vous allez voir, moi, je leur dirais oui vous allez voir que les gens vont être contents, vous allez voir que finalement tout va se développer. Il y a 12 ans on était à 3 000 € le mètre carré, 12 ans après on a 3 000 € le mètre carré. Donc ça veut dire que la ville elle n'a pas bougé, alors qu'il y a des villes à côté dans lesquelles ils étaient à 3 000, aujourd'hui ils sont à 4 500. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, moi mon discours il va être simple, c'est soit vous voulez continuer avec un maire dans lequel je reviendrai un jour vous voir, etc. Et vous serez là en train de pleurer, de dire finalement on croyait en lui, mais la ville a continué à tomber, le prix de l'immobilier va continuer à tomber, parce que quand il y a toutes les conditions qui font que, forcément, en plus on est à côté de villes dans lesquelles ne sont pas forcément bien réputées, et ben voilà, ça va être un choix d'avenir. Soit on choisit l'avenir, soit on choisit le passé. C'est vrai que c'est un maire qui a grandi ici, mais à mon avis, il fréquente un peu trop des personnes qui le freinent. Ou alors c'est sa personnalité. Mais moi je sais que c'est la compétence que je mettrai en avant, c'est simplement ça, et la décision quand je la prendrai, déjà ça va être, jamais je vais prendre une décision seule, c'est pas dans mon attitude. Moi quand je pense à quelque chose, j'aime bien interroger un peu tout le monde, voir un petit peu l'avis des uns et des autres. Moi je ferai beaucoup de référendums locaux. C'est-à-dire que j'ai des projets pour la ville, et certains projets, j'aimerais que les gens les visualisent. Pas, voilà, mes propos, il faut qu'ils soient illustrés par éventuellement par des vidéos de ce que ça peut donner demain, etc. Et qu'on vote ensemble. Est-ce que oui ou non vous voulez ça, ou alors vous voulez éventuellement conserver ce que l'on a là. Moi personnellement, si je prenais ma décision éventuellement à y aller, ça va être avant, après. Et après, c'est aux gens de voter. Ça sera eux qui nous porteront, ou que finalement ils vont nous éliminer. Ça ne veut pas dire que finalement on n'avait pas le plus beau projet. Ça voudrait dire simplement que, voilà, comme dirait le général de Gaulle, voilà, je ne peux pas exprimer ce que j'ai à dire. Merci Ali Hamza, élu Lévry-Gargan. Donc tu seras de retour de tes vacances et tu seras invité ici pour nous dire si ta position, après avoir réfléchi avec ton équipe. J'ai une question pour toi, Amina Bakar. Un engagement que tu peux prendre devant les électeurs ici et maintenant. Moi, maire, j'espère, mon enjeu est surtout de rendre la ville vivante et de réparer le lien, de réparer l'habitat de la commune, parce que notre cadre de vie, c'est surtout notre premier cadre de vie, c'est notre habitat. Et sur la ville, l'habitat est fortement dégradé. Nous avons des poches urbaines vacantes et nous perdons de la population d'année en année. Et ça, c'est des signaux d'alerte qu'il nous faut évidemment se prendre pour réinterroger la politique et l'aménagement de notre commune. Donc moi, maire, c'est vraiment réparer le lien, c'est vraiment réparer l'habitat et le cadre de vie intérieur et extérieur. Et également, j'ai à cœur de rendre cette ville dynamique et de créer un centre-ville, parce que nous n'avons pas de centre-ville aujourd'hui. Et ce centre-ville, comment moi je le vois, j'aimerais que les gens se projettent là-dessus aussi. On a une infrastructure qui s'appelle un viaduc, qui est un très beau viaduc, qui ressemble à celui de la gare de Lyon, je ne sais pas si vous avez vu celui de la gare de Lyon, et qui n'est pas du tout aménagé, qui est vide, et voilà. Et c'est une rupture urbaine, je dirais même aujourd'hui. Moi, mon enjeu, ce serait de transformer ça en un viaduc art et métier, parce que nous avons beaucoup d'écrivains et d'auteurs et même de musiciens qui ont œuvré sur la commune et qui ont permis à son rayonnement international d'ailleurs, et qu'on habille ces cellules, donc en cellules de commerçants, d'artistes et de différentes présentations de métiers, et qu'on ait une halle de passage et une vraie centralité à nouveau, et permettre de valoriser notre territoire. Donc allier la valeur économique et la valorisation patrimoniale, c'est mon enjeu. Très bien. Je vais vous poser une dernière question à Ali et à toi. Je commence par toi. C'est quoi ton leitmotiv? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive à te battre et à aller au combat? Alors, j'ai toujours fait du sport, donc je respecte beaucoup les sportifs d'ailleurs pour ça. J'ai toujours été combative grâce au sport. C'est une valeur, je pense, cardinale dans le sport. C'est la résilience. Vraiment, j'ai toujours été résiliente et combative. C'est quelque chose qui m'anime. C'est une valeur humaine, même, je dirais. Et ce qui m'anime le matin, c'est toujours de faire mieux. Mieux pour moi, mieux pour les autres et être utile. Je suis utile déjà. La première utilité, c'est aux proches de sa famille déjà. Je pense que c'est la première maison à laquelle on œuvre et on doit œuvrer. Après, c'est les voisins. Après, c'est la communauté dans laquelle on œuvre. Et pour moi, c'est la communauté locale de ma commune. Et que demain, je sois élu ou pas élu, j'aurai le sentiment d'avoir été au bout de mon combat. Voilà. Et Ali Hamza?
Moi, ce qui m'anime, c'est de me dire, chaque matin, quand je me lève, pas en brasant, en déjeunant, en tous les cas, c'est de me dire que j'ai les compétences, vraiment, j'ai les compétences, et au plus profond de moi, ça va faire depuis 2020 à aujourd'hui, je regarde la ville, et je sais exactement là où il faut travailler, justement, pour la mener à bien. Et c'est ça qui m'anime. Et puis moi, depuis gamin, mais bon, on est une famille nombreuse, moi, si tu veux, rendre service et faire de l'intérêt général, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours animé. Et quand tu es dans une ville où tu te dis que finalement il n'y a pas la compétence en face, alors que c'est une ville qui normalement doit rayonner à travers le département, même ailleurs, parce que je veux le faire rayonner, mais comme quelque chose de dingue, hein, et ben je me dis, voilà, c'est ça qui m'anime, c'est de me dire, une ville comme Livry-Gargan, et en plus un enfant de la diversité, c'est pas mal quand même. Alors, on va conclure, hein. Et puis, nos invités vont faire une demande à la population. D'accord ? Albert Fautrey. Un proverbe qui dit « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Donc je vous souhaite tous deux de rassembler et de réussir ensemble. Voilà. Et Natacha Bonnet ? Voilà, de continuer le travail. Au-delà de finalement la grande sympathie qui nous anime, hein, et puis du débat qui était, on va dire, très alimenté et très riche, hein, et des idées qui sont brillantes de part et d'autre. C'est vrai ça. On peut noter que ce sont des gens qui sont très engagés, hein, qui ont la volonté de réussir dans leur projet, qu'il faut accompagner dans leur projet et soutenir surtout. Et justement, j'espère être là pour voir tout le monde réussir. Hein, et j'amène à justement quelque chose de très positif, en tout cas, à l'issue de ce débat, hein, que j'aimerais réitérer à une autre occasion, si possible. Hein, bien sûr. Pour justement avancer ensemble encore. Et je dirais que, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire que ces idées mûrissent et que tout se construise, parce que je vais encore finir avec un autre proverbe. Plus on monte haut, plus le vent souffle fort. Hein, donc voilà. Natacha Bonnet, qu'est-ce que ton résumé à toi, après avoir écouté ces deux futurs candidats? J'ai juste envie de dire, quelle que soit la suite, hein, nous serons ravis de vous recevoir pour savoir la continuité, puisque peu importe le résultat, il y a un travail qui se passe. Et comme dit Albert, on sent votre engagement, on sent votre envie de changer les choses. Et donc... je suis ravie de vous recevoir d'ici la rentrée ou après les élections et d'avoir de vos nouvelles. Et en parler. Amina, qu'est-ce que tu as envie de demander à la population de la Seine-et-Marne, leur dire? À la population avonaise. Alors moi je suis avonaise depuis plus de 35 ans, j'habite ma commune depuis très longtemps, et lorsqu'on parle des échéances municipales, certains votent par habitude, par repli, par peur aussi des fois des autorités locales en disant si je vote contre je vais avoir des problèmes, et j'aimerais inviter la population à oser déjà et à voter par espoir que la ville puisse devenir tout autre chose demain, qu'un changement réellement peut s'inscrire dans les futures décisions du maire, j'espère être ce maire, un espoir pour notre jeunesse aussi, pour nos enfants. Je pense qu'on a besoin de renouveler aussi la représentation locale. On a besoin aussi de donner une respiration à nos territoires et des aspirations à nos jeunes, que c'est possible à investir pleinement ce champ, pour moi, dès possible. Car ce n'est pas les compétences qui manquent sur le territoire, ce n'est pas les viviers qui manquent, c'est peut-être l'audace et l'espérance d'un meilleur avenir pour demain, constructible à partir des personnes qui osent aujourd'hui aller à l'élection. Donc j'en fais pleinement partie, je prends pleinement ma part dans ce nouveau narratif et qu'on a envie de construire, que j'ai envie de construire pour notre territoire. J'y crois fortement, je suis, comme vous l'avez dit, fortement engagée et animée par cette idée qu'aujourd'hui, ce renouveau, c'est nous, et ça ne peut pas être seul, ça peut être qu'avec ceux qui ont envie de construire ce nouveau visage. Et comme disait, c'était Gandhi, il faut incarner le changement qu'on a envie de voir, et je pense que nous pouvons l'incarner, nous avons pleinement les compétences et les personnalités sur le territoire. Donc j'invite la population à espérer et à oser dans les urnes au mois de mars 2026 à voter pour un changement et pas par repli ou par peur. Ali Hamza. Moi je demande aux Livriens et aux Livriennes vraiment de regarder le programme. Regardez, moi j'aurais tendance, et ça je vais l'écrire, regardez vos propres intérêts. Arrêtez de regarder l'individu. Regardez ni moi, ni le maire, ni personne.
regardez vos propres intérêts. Est-ce que, pour vous, 3 000 € il y a 12 ans, on est encore à 3 000 €, ça vous satisfait? Est-ce que le PLUI, qui a été justement refait, etc., il vous diminue éventuellement des possibilités? Est-ce que ça va dans votre intérêt? Il y a tout un listing à faire. Et j'espère que les gens vont regarder ça. Et s'ils regardent ça, et que je prends ma décision d'y aller, normalement mars 2026, je reviens en tant que maire. Mais bravo, hein, bravo. Ça a été un moment dans l'arène politique économique. Pour moi, c'était un plaisir de vous avoir hein, comme 2 candidats ou comme futurs candidats à la mairie. Hein. Et Albert, je te dis merci. Albert Fautré. Natacha Bonnet, merci. Merci Alianza. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, déjà je te souhaite de bonnes vacances. Merci, et on se retrouve gentil. à la rentrée pour voir la décision que tu auras prise. Amina Bakar, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Je te souhaite bonne chance et on va te suivre. On va vraiment suivre ton parcours, l'évolution que nos téléspectateurs auront l'occasion de voir. Merci à cette émission, déjà à vous aujourd'hui de nous permettre d'être les porte-voix de notre engagement, parce que seul on ne peut pas faire et faire savoir. On a besoin de professionnels comme vous, donc merci pour ce que vous faites, c'est de qualité. Et je le rappelle toujours, il n'y a pas que CNews ou BFM, il y a tous les acteurs qui permettent d'ancrer dans les territoires de la communication et de l'information de qualité. Donc merci beaucoup. Merci. Ali, tu avais un dernier mot ? Ouais, merci à Amina, parce qu'elle a apporté du moulin à poudre, en tous les cas, dans mes convictions. Quand je l'écoutais vraiment avec attention, et je ressentais tout ce que je disais. Alors chacun avait ses mots, chacun avait ses phrases, mais par moments, j'avais l'impression d'être en elle. Dommage qu'elle n'ait pas livré Gargan, parce que je pense qu'à deux, on aurait été fort, on aurait été très fort. C'est vrai. Donc je vous remercie tous hein, et toutes. Je remercie également notre partenaire RK Radio, Radio Kardèche, et la production qui nous a assuré cette émission. Hein. On sera là une fois par mois avec les politiques pour parler de tous les sujets business, économie et social. Hein. Bon ben voilà. Merci, on vous dit bye bye.